bonjour et bonjour Nicole. En fait, il se passe quelque chose de très grave en ce moment qui est un mouvement majeur pour la liberté de la médecine et pour tout ce qui va en découler pour nous, patients. Et c'est un sujet que je connais pas très très bien, mais par contre, mon amie Nicole de l'Épine connaît le sujet parfaitement. Alors en deux mots, et après Nicole, tu te présenteras. Nicole avait le service d'oncologie pédiatrique à l'hôpital de Garches, où elle récupérait des enfants malades de cancer et qu'elle soignait avec beaucoup d'empathie et de gentillesse vis-à-vis des parents et aussi de façon très efficace sur le plan médical. Pour la remercier, on a fermé son service, mais c'est un sujet dont on parlera peut-être après. Oui, ce sera un excellent exemple de ce qui se passe. Bonjour, merci de nous accueillir et de parler de ce sujet d'actualité et où chacun peut peut-être apporter sa petite pierre pour arriver à faire comprendre aux patients le vrai risque de cette loi santé si elle est votée. Donc moi je suis pédiatre depuis très longtemps, cancérologue, et effectivement j'ai fait à la Sciences Publiques Hôpitaux de Paris 30 ans de cancérologie pédiatrique et on a terminé avec un joli service qui nous avait été ouvert spécialement pour nous à Garches dans le cadre de la Sciences Publiques de Paris pour que les patients qui le réclamaient depuis très longtemps aient droit vraiment en cancérologie pédiatrique au libre choix thérapeutique. C'est-à-dire que quand on leur imposait à, je veux dire, Limoges-Caen ou Paris, ou peu importe, dans les autres services de cancérologie pédiatrique de France et de Navarre, on leur proposait uniquement comme traitement un essai thérapeutique ou un traitement standardisé, ils pouvaient venir chez nous puisque c'était un hôpital universitaire reconnu, enfin il n'y avait pas c'était pas de la médecine alternative, ni complémentaire, ni parallèle, ni quoi que ce soit, c'était de la médecine officielle reconnue par les autorités. Et donc les patients avaient le choix de venir discuter d'un autre traitement possible, pas forcément d'ailleurs, mais possible, et donc de recevoir un traitement, ce que nous avions appelé individualisé, mais le mot, comme tous les mots en France maintenant, sont utilisés autre chose. Surtout voilà. Celui-là. Donc c'était un traitement qui était adapté à chaque personne et pas à chaque petite cellule. Donc il y avait effectivement beaucoup de patients qui étaient contents de trouver une opportunité de choisir le traitement. Et ce choix a été interdit aux enfants atteints de cancer, ou plutôt à leurs parents, par la fermeture de notre service. Est-ce que l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches sera fermée? Oui ou non? Oui. Oui, elle sera fermée. Oui, c'est prévu. C'est vrai qu'actuellement, pour les moins de 15 ans, il n'y a aucune solution alternative, enfin, je veux dire autre solution dans le cadre de la médecine académique, je dis bien, dans le cadre de la médecine académique, les enfants de moins de 15 ans n'ont aucune possibilité d'être traités autrement que par le protocole qu'impose l'ensemble des centres anticancéreux qui sont une organisation pyramidale. Donc c'est organisé par les chefs universitaires du domaine et puis c'est décliné dans toutes les villes de France où il y a de la cancérologie pédiatrique, et bon, qu'ils soient à Bordeaux, à Toulouse, ailleurs, on va leur proposer le même traitement. S'ils disent on va aller voir à Paris, ben, allez voir, mais on va leur proposer le même traitement. Il n'y a plus d'autres possibilités thérapeutiques. Et effectivement, ce drame, pour les enfants, moi j'ai encore eu hier une dame pour son petit garçon atteint d'une tumeur osseuse maligne et qui on a dit c'est le protocole, vous rentrez, demain c'est comme ça, etc. Et qui dit mais est-ce que je ne peux pas avoir un autre avis, une autre possibilité? Est-ce que je peux dire non? Donc j'ai dit, vous n'avez pas d'autre possibilité en France, parce que de fait, quoi, donc il faut accepter. C'est moi qui dis il faut accepter, on en est là. Et deuxièmement, si vous refusez, ça sera le juge des enfants, on vous dira que vous êtes une mauvaise mère. Donc c'est ça l'absence de liberté thérapeutique, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Et c'est ça qui se joue avec la loi de santé. La loi de santé, pour venir à elle directement, elle dit dans son article 1 qu'à partir de maintenant, enfin à partir du jour où ça sera voté, où les décrets d'application seront votés aussi, seront donnés aussi, c'est l'État qui décide de la santé, et c'est plus de la santé publique, c'est de la santé en général et de l'organisation de la santé et des soins donnés aux patients. Donc c'est l'État qui devient prescripteur. Les bureaucrates, je n'ai rien contre les bureaucrates, il en faut partout. Néanmoins, ce ne sont pas des médecins, et ce sont les bureaucrates, par l'intermédiaire de leurs bras armés que sont les agences régionales de santé, qui sont des organisations qui dépendent directement du ministère de la Santé et qui sont dirigées par des gens qui sont des bureaucrates, qui ne sont pas des médecins.
qui vont décider de tel service doit être ouvert à tel endroit, tel service a le droit de faire la cancérologie, tel service a le droit ou non d'opérer des cancers. Et s'il ne donne pas l'accréditation, le service ferme ou l'établissement ferme. C'est une organisation étatique majeure de la santé en France, c'est écrit dans l'article 1. Et c'est d'abord ça que nous contestons, nous médecins, mais aussi chirurgiens, dentistes, pharmaciens, orthoptistes, opticiens, kinés, toutes les populations, enfin tous les soignants, quel que soit leur mode d'exercice, contestent que ce soit des bureaucrates qui décident de leur mode d'exercice et des prescriptions qu'ils doivent faire. C'est ça qui est absolument hallucinant et dont les gens ne se rendent pas compte parce que, bon, évidemment, les médias... Il y avait Marisol Touraine sur un média ce matin qui présentait évidemment les choses autrement. Vous serez tous contents, vous n'aurez pas à débourser d'argent, on met le tiers payant en avant, mais c'est pas le truc le plus important. Le tiers payant, c'est évidemment la seule chose qu'ils ont utilisée, mais de façon extrêmement efficace, hein, parce que ça va être les gens qui ne sont pas plongés dans le texte de la loi de santé et qui ont juste allumé un peu leur radio quand ils sont sur l'autoroute, disent bon, le tiers payant, ma foi, tout le monde le fait. Alors, les pharmaciens le font, les pharmaciens ne sont pas prescripteurs, donc de toute façon on ne va pas influencer sur leur prescription en fonction de qu'ils fassent ou non le tiers payant, ce qui est évidemment point au nez au médecin, on y reviendra. Ça c'est le premier, et puis ça marche pas du tout, il y a une pharmacie un jour sur deux qui ferme, je crois actuellement, parce que justement ils n'arrivent pas à être payés. Et en pratique, il devait par exemple y avoir un rapport, alors je ne sais pas si on en a parlé sur BFM TV, mais il devait y avoir un rapport sur la faisabilité du tiers payant qui devait être remis à Madame la Ministre en octobre 2015 avant qu'on vote la loi. Et qui n'est toujours pas fait. Ben oui, parce que c'est pas possible. Il ne faut pas s'inquiéter, Nicole, il va arriver. Il va arriver, mais le rapport va arriver, il va dire que c'est impossible puisqu'il y a 700 organismes payeurs. Financeurs, puisque le but c'est étatiser, c'est d'ailleurs assez extraordinaire comme situation, point de vue philosophique, c'est intéressant, hein. Le but c'est étatiser la médecine, mais en donnant la gestion des risques médicaux au privé en fait, puisqu'en fait c'est une fermeture officielle claire, mais claire aussi pour nous qui étudions les textes, mais pas forcément pour tous les patients encore, ni tous les citoyens, c'est en fait la disparition totale de la sécurité sociale. Alors vous allez me dire, elle avait déjà disparu. Effectivement, elle avait déjà été en partie étatisée quand les patients ou les médecins disent « Ah, la sécurité sociale m'a pas fait ci, m'a pas fait ça ». En fait, ou a fait ci, a fait ça. C'est sur ordre du ministère depuis déjà de nombreuses années. Mais c'était quand même pas tout à fait en totalité. Hein. En 1945, mon papa était un des fondateurs de cette sécurité sociale. C'était un organisme paritaire entre patrons et employés. Et c'était indépendant de l'État. Et puis dans les années 65-67, là je crois que c'est à ce moment-là ils ont commencé à étatiser. Et puis progressivement, la mainmise de l'État sur la sécurité sociale a été majeure. Et là, on veut carrément la supprimer de fait, puisque si vous voulez, sitôt que cette loi est votée, il suffit de faire une petite annexe à la loi Leroux qui avait été fort intelligemment votée discrètement il y a 2 ans, personne n'a rien dit, et qui établissait les réseaux de soins. Alors elles étaient que pour le dentaire et l'optique en 2013. Sauf que là, il suffit de faire un petit amendement, un petit décret en disant que ça s'étend aux médecins, et tout le monde sait que bien sûr c'est le but. Et à ce moment-là, les assurances privées et les mutuelles, mais elles sont quasiment toutes aussi privées les unes que les autres, hein. Il n'y a plus de mutuelles au vrai sens là aussi de 46. Les assurances privées vont décider du réseau de médecins, d'opticiens, dentistes, c'était déjà le cas, auquel, en fonction des cotisations que vous allez payer, vous aurez droit. Donc vous aurez le droit, là il y a un médecin juste à côté de ma porte, je vais dire, mais je n'aurai pas le droit d'aller le voir, mais il ne sera pas dans mon réseau. Il sera mon réseau, il sera éventuellement à 20 km. Et puis les médecins qui auront signé un contrat avec une de ces 700 assurances, il y a déjà la facilité administrative, mais indépendamment, il se sera engagé en signant un contrat de travail préférentiel avec cette assurance-là, eh bien, par exemple, qui prescrit des génériques à tout le monde, qui prescrit pas tel examen, ou qui prescrit au contraire systématiquement un dépistage du cancer du sein, comme ça va faire plus de femmes qui vont être opérées, ça va rapporter des sous, et ça va pas sauver, au passage, ça va pas sauver de vie ni de sein. Toute petite parenthèse. Voilà, donc le médecin va s'engager, il va être obligé de s'engager s'il veut faire partie d'un réseau fermé, auquel les patients lui seront envoyés d'office par l'assurance,
Donc perte de liberté de choix, vous voyez déjà du médecin par le patient, perte de liberté de prescription par le médecin en raison de toutes les injonctions qui lui seront données par l'assurance dont dépend le malade. Ça va d'ailleurs être pratique, vous avez un malade qui vient, moi je fais telle assurance, attendez, je vais regarder, voir ce que j'ai le droit de vous donner. C'est de la médecine, ça. Donc, si vous voulez, cette loi est gravissime sur le plan, franchement, je dis philosophie, social, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais ça dépasse très largement la médecine. C'est vraiment une étatisation, mais une dictature, quoi, un totalitarisme. Si vous voulez, vous avez disparition du serment d'Hippocrate, puisque le serment d'Hippocrate, c'est d'abord, je donnerai à mes patients le meilleur traitement possible, et en plus dans le secret. Donc le secret médical saute, puisque nous allons être obligés de donner les données de santé sur un site, les patients sont obligés d'accepter pour être remboursés que leurs données de santé, c'est-à-dire voilà, elle pèse tant, elle a fait une dépression, elle a fait un cancer du sein, elle a fait je ne sais quoi. Ces données de santé seront sur un site, soi-disant, alors Marisol croit que nous allons être le seul site qui ne peut pas être piraté. Enfin, quand on voit que la NSA est piratée, je suis pas sûre que les données de santé des Français ne le soient pas. Non mais il faut arrêter qu'on se mette du monde. Et de toute façon, votre assureur qui sera... éventuellement même pour votre voiture ou pour votre appartement, quand vous devrez faire un prêt pour un appartement, il vous dira je suis désolée mais là vraiment ou je vous mets une surprime ou je ne peux pas vous donner ça parce qu'avec vos antécédents, là, votre cancer du sein, votre cancer de je ne sais pas quoi, votre maman qui est claquée de ça, etc. Donc il est évident que la diffusion des données médicales du patient va complètement impacter sa vie générale pour acheter une voiture, pour acheter un appartement. Je n'arrive pas à comprendre que les gens ne veulent pas l'entendre, mais je pense qu'on leur dit pas, quoi. Non, mais ça va dans le sens de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire complètement la même mise sur les gens. Et c'est sournois parce que les gens n'auront plus le droit de choisir le traitement qu'ils veulent, ni même pour leurs enfants. Et en plus, on va leur dire, mais c'est non-assistance à personne en danger, donc on va en plus faire pression sur eux. Si vous ne vous soignez pas, je vous arrête votre assurance. Ou même mettre les enfants dans un service social. Je place les enfants, parce que c'est non-assistance à personne en danger. On voit bien, comme pour les vaccinations, déjà actuellement, il y a déjà quand même des parents qui ne veulent pas qu'on vaccine avec un vaccin qui en plus n'est pas obligatoire, mais parce que la part obligatoire n'est pas disponible. Et qui se retrouvent devant les tribunaux. Puis il faut voir toutes les petites lois qui passent aussi à côté, c'est-à-dire pas les lois ou les mesures. Par exemple, le fait que la dernière maladie qui a été notée dans le DSM, c'est très joli. La dernière maladie mentale qu'on a fait passer en loose day dans le DSM, c'est le non-conformisme. C'est-à-dire que maintenant, dans quelques... Vous aussi, vous êtes bon, hein. On est très bon, rien de nous interviewer. Non, mais quand on met tout ça bout à bout, et puis, si vous voulez, là, ils vous font tout un cinéma sur la médecine prédictive. Mais cette médecine dite prédictive, qui évidemment n'est pas une médecine, mais une arnaque, consiste à aller chercher chez quelqu'un des gènes qui éventuellement la prédisposeraient à tel ou tel cancer. Mais c'est merveilleux pour l'assurance privée, justement. Enfin, pour l'assurance qui va vous dire, vous me payez tant d'euros par mois pour que je vous assure. Oui, mais vous avez tel gène. Ça n'a jamais servi à guérir quelqu'un, mais par contre, ça servira vraiment à vous faire augmenter votre prime d'assurance, mais pas seulement pour la médecine, évidemment pour tout le reste, puisque les assureurs entre eux vont communiquer et qu'il n'y a aucun système, et d'ailleurs, tout le monde l'a reconnu, enfin, quand on un petit peu, qu'on trafique un petit peu, qu'on va lire les textes, tout le monde reconnaît qu'au bout de 2-3 fois qu'il y a des données personnelles de quelqu'un, on peut les croiser et les retrouver, même si elles ont été anonymisées. Donc ça c'est du cinéma absolu de nous dire que c'est anonymisé. Donc vraiment c'est très grave. Donc je dis déjà, serment d'Hippocrate bafoué. Il n'y a plus de serment d'Hippocrate, vous allez jurer en prenant votre diplôme que vous donnez les meilleurs soins aux patients, que vous allez garder le secret médical et que vous allez garder votre indépendance médicale. C'est pas possible. Déjà ne pas nuire. Ne pas nuire. Mais votre indépendance médicale n'est pas possible puisque les ordres pour traiter vont venir d'en haut ou de vos assureurs, etc. Donc, il ne faut pas me dire que c'est un mythe. C'est exactement ce qui se passe en cancérologie depuis déjà 15-20 ans.
Donc effectivement, les parents qui s'étaient beaucoup battus pour qu'il reste une petite possibilité, on était dans notre petit coin assez caché, on était à l'hôpital universitaire, à la Paix de Paris, mais on était bien cachés, hein, si on téléphonait pour savoir où aller, pour nous trouver, il fallait nous connaître. Mais enfin, on avait le mérite d'exister, enfin ce service avait le mérite d'exister. Il a été fermé de façon violente, hein, je rappelle à ceux qui ont un petit peu écouté la télé à ce moment-là, c'était vraiment... les parents ont fait une grève de la faim, ils ont été évacués par des CRS, les patients... on refusait de leur donner de l'eau, de les laisser aller aux toilettes. Pendant 15 jours, ils n'avaient pas de toilettes, pas de télé, enfin ils étaient pires on refusait de les laisser sortir pour embrasser leur enfant qui était en chimio à 10 mètres. 10 mètres. Oui. Non, il y avait des cris, c'était très très violent, et ensuite les enfants ont été enfermés avec leurs infirmières et leurs médecins, et personne n'avait le droit de rentrer jusqu'à ce que ils ferment violemment, parce que les gens résistaient quand même, ils voulaient les soins quand même, donc ils restaient quand même, les médecins, ils voulaient quand même soigner leurs patients, donc ils résistaient quand même, et donc ils les ont suspendus arbitrairement. Les gens sont venus, vous partez de l'hôpital, vous rentrez pas, etc. Et on en est toujours là, c'est-à-dire que moi j'avais 3 médecins qui étaient là depuis 30 ans, puis 2-3 autres qui étaient là depuis quand même 10-15 ans, qui étaient parfaitement formés. Ces gens-là, ils sont au placard, hein. Ils n'ont toujours pas repris le travail, de fait. Pétition, grève de la faim, recours devant les tribunaux, elle mène une bataille acharnée pour empêcher la fermeture de cette unité de soins. Un service qui privilégie des traitements individualisés, mais aux méthodes controversées car il n'applique pas les protocoles préconisés par le plan cancer. Donc je veux dire, et après on va nous dire qu'on manque de médecins, qu'on manque de cancérologues, parce qu'ils risquaient de peut-être vouloir être un petit peu indépendants et de ne pas obéir aux injonctions qui sont les traitements imposés. D'ailleurs, quand on nous a fermés, le président de la CME, de la Science publique de Paris, le président de l'ensemble des médecins, si vous voulez, de la paix, a dit pourquoi on ferme? Eh bien parce que nous, à Science publique, nous avons choisi d'entrer les patients aussi souvent que possible dans les essais thérapeutiques. Et donc c'est pas ce que fait le service d'oncologie pédiatrique de Garches, donc on ferme. Nous ne donnons pas aux patients l'ensemble des choix possibles. Il l'a dit comme ça, enfin on peut le retrouver, c'est sur un YouTube quelconque, on peut le retrouver. Il a dit clairement qu'on ne donne pas aux patients l'ensemble des choix possibles. Alors quand vous arrivez aux urgences de la Réboisière ou de l'Hôtel-Dieu, non, puisque l'Hôtel-Dieu aussi était fermé de façon arbitraire aussi. C'est de beaux locaux, ils vont servir des choses, hein, ça va pouvoir faire beaucoup d'argent. Tu as un mauvais esprit, toi. Oh, je pense que le DSM-5 va s'appliquer à moi. Donc, effectivement, vous arrivez aux urgences, vous avez, je sais pas, une fracture de jambe ou je ne sais quoi. Est-ce que vous avez envie de participer à un essai thérapeutique, je sais pas, sur les anticoagulants qu'on met dans les fractures de jambe? Non, mais vous n'allez pas avoir le choix. C'est comme ça. La paix soit comme ça. Et c'est une décision. Et si vous voulez, c'était appliqué avant même cette loi tellement liberticide. Donc effectivement, le drame, c'est serment d'Hippocrate qui saute. Mais c'est aussi l'article 3 de la Constitution, c'est Nuremberg, c'est tout. Alors voilà, c'est ça. Je voulais revenir à Nuremberg. C'est quand même, suite aux atrocités dans les camps, il y a eu quand même le procès de Nuremberg, en particulier le procès des médecins. Et suite à ça, évidemment, comme toujours dans ces couleurs, on ne dit plus jamais ça. Hein, donc ouais, donc tous les juges, etc., on dit faut établir une convention. Donc en fait, ils ont fait effectivement le code de Nuremberg, qui consistait quand même essentiellement le plus profondément possible, c'est-à-dire que personne ne peut subir une expérimentation, un traitement expérimental sans son consentement, mais son consentement très éclairé. Et qui peut être repris à tout éclairé, qui théoriquement. Alors on va vous dire que c'est le cas. Mais c'est pas vrai puisqu'on vous propose rien d'autre. Alors on va vous rentrer dans un essai, un traitement standard, et puis vous allez dire mais moi je veux pas. Alors on va vous donner le bras ancien, un truc comme ça. Mais c'est pas ça le choix thérapeutique. Le choix thérapeutique, c'est dire voilà, dans les années 80, on traitait les patients atteints de cette maladie comme ça, et ça donnait tel résultat. Voilà les publications à 10 ans, à 15 ans, voilà les résultats. Maintenant moi je vous propose ça, ça donne quel résultat? Je peux pas savoir, c'est un essai thérapeutique. Moi, le gamin que j'ai eu hier, sarcome d'Ewing théoriquement, donc tumeur maligne de l'enfant,
On a dit aux parents que c'était le protocole. Ben, j'ai dit oui, c'est probablement le protocole puisqu'ils l'ont tous, enfin, donc ils échangeaient depuis 8 jours, mais c'est l'EuroEwin 99, donc c'est un essai thérapeutique. Vous le trouvez sur clinicaltrial.gouv, etc. facilement. Hein. Et cet essai thérapeutique est ouvert depuis 1999. Nous sommes, à ma connaissance, en 2015, donc on continue, vous voyez, à mettre dans un essai thérapeutique, on n'a pas les résultats, rien n'est publié. Alors qu'est-ce qu'on va donner aux gens ? Alors on va leur dire, ah non, non, mais les traitements anciens, c'est ringard, le consentement éclairé, Nuremberg est bafoué. Et pourtant, Nuremberg, effectivement, a été repris tous les 2-3 ans dans une conférence internationale qui se tient dans des villes différentes. Et en 2000, en particulier, ils avaient réécrit c'était la convention d'Helsinki. Donc ça s'est bafoué. Donc Hippocrate bafoué, Nuremberg bafoué. Et pour les patients, hein, c'est du direct pour les patients. Pour le médecin, ça lui change rien. Je veux dire, le médecin qui va vouloir accepter d'être trop beau, il va être trop beau et puis il va gagner sa vie, puis il rentrera chez lui plus tôt parce que il dira, puisque c'est comme ça, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bon, c'est pas les médecins, les médecins vont être désespérés parce que quand même, c'est un métier qu'on a fait par vocation et pour beaucoup par passion. Hein, donc tous ces gens qui gagnent 23 € la consultation. Bon, ils pourraient effectivement aller s'inscrire comme médecin de sécurité sociale ou voilà, ils seraient salariés. D'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire pour un bon nombre. À mon avis, c'est ce qui les attend. Mais voilà, mais c'est quand même pas les médecins. D'abord, c'est 150 000 personnes. Là, ce sont l'ensemble des citoyens, l'ensemble des patients qui ne vont plus pouvoir être soignés selon les données acquises de la science. Donc, c'est l'arrêt Mercier. Vous savez qu'en 1936, il y a eu un arrêt qui était extrêmement clair, qui disait que chaque patient doit être soigné en fonction des données acquises de la science. Et donc, si vous voulez, depuis, cet arrêt Mercier a fait jurisprudence. Et quand vous avez un procès avec un patient, d'ailleurs on pourrait, j'allais dire rigoler, mais s'il y avait un certain nombre de patients qui portaient plainte, le problème, c'est quand ils sont, pour les maladies graves, ils sont tellement effondrés après, et que le juge dise, mais voilà, est-ce que vous avez donné à ce patient les meilleurs soins en fonction des données acquises de la science? Et si le juge, mais le problème aussi, c'est que la justice, c'est comme la médecine, ils sont sur ordre aussi, donc, mais si le juge, parce que ça peut arriver aussi qu'il y en a qui disent, moi je suis indépendant, hein, on inscrira aussi dans le DSM5, il y a sûrement des gens qui pourraient résister aussi, et normalement, si vous voulez, le médecin qui va avoir prescrit l'essai thérapeutique parce que son chef y aura dit, et son chef c'est l'Institut National du Cancer, par exemple pour les cancers qui y aura dit, il dit, oui, mais ça, c'est vous qui avez prescrit, vous êtes complètement responsable individuellement, médico-légalement de vos prescriptions. Et là, effectivement, ça pourrait coincer. Mais, bon, les gens ne réagissent pas dans l'ensemble, ils suivent, mouton tué, quoi. Je veux dire, hein, comme il disait De Gaulle, les veaux, il ne faut plus citer De Gaulle, c'est plus à la mode, c'est ça. C'est mal vu. Non, mais ça va, quoi. Je veux dire, c'est... Moi, non, mais ça c'est-à-dire va pas, que les gens, on les endort comme tous les sujets. Soumission. Là, on ne leur montre que ça. Oui, mais enfin, ça va, la loi, elle est aussi sur Internet depuis... moi, je l'ai lu sur Internet en mars, t'as même la comparaison, je veux dire, les gens, ils peuvent aussi y aller voir un peu, quoi. Non, mais c'est leur vie, c'est la vie de leurs enfants, c'est vraiment dramatique, hein, parce que effectivement... Moi, ça me rappelle toujours cette expérience qui m'avait tellement fascinée, qui m'obsède depuis quand je l'avais lu. C'était Milgram, c'est ça, de ce sociologue américain qui a fait un essai chez n'importe qui, quoi. C'est-à-dire vous mettez des gens dans une pièce, tu la connais sûrement, tout le monde la connaît. Puis il y a eu un film qui en a été tiré. Tu mets des gens dans une pièce, dans un laboratoire, et puis d'autres de l'autre côté, et tu envoies des charges électriques jusqu'à un moment où ça peut être mortel. Et tu as 80% des gens qui acceptent de donner ces décharges électriques potentiellement mortelles au mec qui est en face, sur ordre. Ouais. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'obéissance de M. Despol, sa soumission à l'autorité. Voilà, non, mais bon, il faut être conscient de ce qu'on est peut-être tous, hein, de ce qu'on est tous sûrement, parce que
Sinon, rien ne s'expliquerait, hein, les camps de concentration et tout ça, et la soumission des gens qui ont... Je pense que les gens ne prennent pas la mesure de ce qui est en train de se passer, n'ont pas conscience que si ça leur est pas encore arrivé, de toute façon, on est tous sur la liste. C'est la façon dont on va être traité. Moi, c'est comme ça, toi. Enfin, moi, j'ai j'ai beaucoup de mal à voir à quel point les gens sont soumis à ce qu'on leur dit, à l'autorité. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de se poser des questions, au lieu d'avoir un esprit critique, de se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi, c'est oui, mais si c'était comme tu le dis, on le dirait à la télé ou oui. Et franchement, enfin, je veux dire, quand ça concerne leur vie et celle de leurs enfants et de leurs proches, je comprends même pas qu'ils prennent pas le temps de... Moi, ce matin, j'ai lu sur Facebook, je sais pas ce qu'elle va avoir répondu, la dame. C'était une dame qui était venue à Garches, qui a dit, ah, les médecins, pourtant elle avait vu donc, nos gamins. C'est une politique, hein, évidemment une politique bien marquée à gauche et qui ne doit pas pouvoir imaginer critiquer ce tiers payant. Et qui dit, ah mais moi j'aime bien le tiers, les médecins sont en manifestation, mais moi j'aime bien l'idée du tiers payant. Oui, mais c'est pas l'idée du tiers payant, faut être concret dans la vie quand même, là. Les gens, il faut qu'ils soient concrets. Et ça m'a fait mal, c'est une fille qui est plutôt sympa, enfin de cœur, près du cœur, mais cette espèce d'inconscience. Alors j'ai mis un mot et je l'ai mis arrobas avec son nom, mais j'ai mis un mot en disant mais comment les gens qui ont connu Garches, qui ont connu ces gens mis à la porte, hein, qui ont éventuellement vu ce film, ce qui était peut-être son cas, hein, Cancer Business Mortel, qui avait été un film qui avait été fait par Jean-Yves Billien pour expliquer comment ces gens peuvent ne pas voir que c'est un rideau de fumée. Et que derrière ces bonnes intentions apparentes, qui sont effectivement inapplicables, il y a des tas de centres de santé qui ont fermé parce qu'ils ont fait faillite, parce que justement ils faisaient le TPG déjà. Il y a 10 millions de gens en France qui ont droit au TPG automatique. Hein. Donc faut pas nous raconter d'histoire. Mais il y a il y a beaucoup de centres de santé qui ont fermé parce qu'ils n'étaient pas payés, quoi. Ils récupéraient pas l'argent qu'ils avaient dépensé, ils ne pouvaient pas payer leurs employés, etc. Donc tout le monde sait que c'est pas possible. Mais indépendamment du fait de c'est une belle histoire, ça serait sympa si on pouvait le faire, de ne pas voir qu'il y a autre chose dans cette loi qui fait qu'on ne peut plus soigner les gens en fonction des données acquises de la science, qu'on ne peut pas donner aux patients le meilleur en fonction de l'état actuel de la science, qu'on est obligé d'appliquer des ordres, que nous sommes tous devenus des robots et qu'eux sont devenus des objets, bons à tester les médicaments, nous on vous oblige à tous à prendre des statines pour telle ou telle raison, malgré tous les effets secondaires et toutes les démonstrations qui sont faites, on vous oblige à faire un dépistage de cancer de la prostate et on a augmenté, je sais pas, par 500 le nombre de cancers de la prostate en 10 ans en France, là, c'est hallucinant, mais c'est des faux cancers, c'est des vraies cellules cancéreuses, mais des faux cancers, c'est-à-dire qu'il y a des vraies cellules cancéreuses quand on va chercher, oui, mais ces cancers n'auraient jamais évolué. Pourquoi on a 70% de plus de cancers de la prostate qu'au Danemark? On a un mode de vie tellement différent. En Allemagne, sur, je sais plus, sur 15 ou 18 000 personnes. Oui, non, mais de toute façon, on a suffisamment de démonstrations scientifiques pour même d'ailleurs la Haute Autorité de Santé ne dit plus qu'il faut faire le PSA. Néanmoins, on continue. On a suffisamment de démonstrations scientifiques, on les a publiées, d'autres les ont publiées, plein de gens les ont publiées. Hein. Je veux dire, c'est facile, comme pour le dépistage du cancer du sein, mais on continue parce que c'est des machines à fric. On est là pour la finance. Et alors, en cancérologie, on pourra le développer une autre fois, mais en cancérologie en particulier, on est en train de supprimer. Pourquoi il faut absolument supprimer des gens comme nous étions et comme tous ceux qui étaient ailleurs, hein, parce qu'il y en a plein ailleurs qui ont été virés. Bon, nous, on avait vraiment une grosse population de patients qui se défendaient beaucoup, donc on a réussi à durer pendant 100 ans. Mais néanmoins, pourquoi on nous a fermés? Parce qu'effectivement, il ne faut pas qu'on ait la liberté de choisir les traitements. Parce que si vous voulez, les traitements éprouvés qui marchaient dans plein de maladies, je le dis à chaque fois et je le redirai toujours, on guérissait en 1985 3/4 des enfants atteints de cancer. J'aimerais bien qu'on me dise combien on en guérit aujourd'hui. Hein. Mais sauf que maintenant, on ne publie plus rien, aucun résultat, donc ça risque pas. Et puis on guérissait aussi la moitié des gens atteints de cancer, des adultes. Donc nous avions des traitements éprouvés, démontrés efficaces, publiés dans le monde, hein, je dis pas non. Hein. Et donc,
les gens devraient avoir droit à avoir ces traitements. Mais ces traitements, ils coûtent rien, ils coûtent 50 euros, 100 euros la semaine. Or, que veut Big Pharma et les financiers et les fonds de pension qui possèdent maintenant Big Pharma et Big Pharma qui impose aux politiques leur politique, mettre en marche, poser des traitements qui s'appellent thérapie dite ciblée ou autres, qui coûtent 100 000 euros l'année et qui n'apportent rien aux patients, sauf des effets secondaires énormes, qui sont valorisés, enfin qui sont autorisés, à laquelle on donne l'autorisation de mise sur le marché après des études dites pivots, parce que les essais thérapeutiques c'est déjà dépassé. Le combat contre les essais thérapeutiques, en gros, il est vraiment dépassé parce que maintenant, c'est le combat contre les études pivots. C'est-à-dire, alors, une étude pivot, tu trouves un médicament qui pourrait être intéressant, je ne sais pas, sur le cancer de la prostate. C'est le mieux le cancer de la prostate puisqu'on en fabrique autant qu'on en veut, donc c'est idéal. Et, oui. Et donc, tu trouves tu fais un essai thérapeutique, c'est toi qui es labo. C'est ta propriété, l'essai entre guillemets, mais tu le fais sur 150 personnes. Versus placebo, versus un traitement plus ou moins efficace, la chimiothérapie que tu choisiras. Au bout d'un an, 150 personnes d'un côté, 150 de l'autre, c'est une étude pivot, et tu dis à l'agence du médicament, voilà, il faut me donner l'AMM parce que regardez, mes résultats sont très intéressants. Évidemment, avant, j'ai démontré que c'était en général sur une maladie relativement rare, parce que même le cancer de la prostate, on va pouvoir sûrement les couper en 25 sortes. Maintenant, il n'y a plus de maladies fréquentes. Tout le monde a une maladie rare. D'ailleurs, écoutez autour de vous, tout le monde a une maladie rare. Forcément, grâce aux gènes, on peut toujours, évidemment, tu as la mutation de machin, c'est pas la mutation de chose, donc c'est une maladie rare. Si c'est une maladie rare, toutes les autorisations de mise sur le marché européennes sont beaucoup plus faciles à obtenir. Elles sont théoriquement provisoires le temps qu'on fasse une étude sur des populations plus longues, mais enfin, ce provisoire qui dure longtemps, jusqu'en tout cas, tu as un nouveau médicament que tu vas refiler à la place. Et ces études pivots permettent d'avoir un brevet qui ne dure pas 10 ans, mais 15 ans. Donc il y a tous les avantages d'avoir une maladie rare. Et puis les gens sont contents. Et puis les gens, tu leur dis, ah bah vous avez une maladie rare. Bon, bah du coup ils accèdent à n'importe quel nouveau médicament, puisque c'est une maladie rare que personne n'a jamais vue. Je n'arrête pas d'avoir des gens au téléphone qui me disent, mon enfant a une maladie rare. Moi, je dis, écoutez madame, j'en ai traité des comme ça, il y a connu des comme ça, traités ou pas traités, mais il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, elles ne sont pas plus rares que d'autres. Tout est une maladie rare, si on veut, évidemment, si on veut. Surtout à partir du moment où là, on met un gène par-dessus, là on est dans la maladie exceptionnelle. Donc, maintenant, l'AMM, le plus souvent, on a découvert ça avec Gérard il n'y a pas très longtemps, l'AMM est donnée encore plus vite qu'avant, sur des études extrêmement parcellaires, faites par un laboratoire, sans contrôle de personne, puisque les données lui appartiennent. Donc, les données secrètes appartiendront au laboratoire et que personne ne contrôlera, ça permettra de dire ce qu'on veut. Je ne vais pas dire n'importe quoi, ça serait péjoratif, mais de dire ce qu'on veut. Et donc, s'il y a eu un accident, on peut limiter tel observe, parce qu'après tout, on va dire que c'est pas un rapport. Sur 150 patients, d'ailleurs, c'est assez facile de dire, bon non, ça c'est pas un rapport. Et puis, on verra les effets secondaires. Et pour des raisons quand même qui devraient, je sais pas, perturber les patients quand même. Ces drogues expérimentales, franchement expérimentales, auxquelles on a donné l'AMM provisoire, elles sont vendues à des prix qui sont alors plus chers que le diamant, mais il paraît que le diamant c'est instable, donc en tout cas 100 fois plus cher que le prix du diamant, donc 100 fois plus cher que l'or. Comment les gens peuvent-ils comprendre que le gouvernement nous dise la sécurité sociale est en déficit, il ne faut plus rembourser telle aspirine ou tel vénotonique, et qu'en même temps elle donne l'autorisation de mise sur le marché à des drogues expérimentales, et en mettant des prix tout à fait délirants. Alors c'est le cas en cancérologie, mais aussi pour l'hépatite. Tu vois, le Solvadi, là, alors ils sont très fiers, le ministère est très fier, parce qu'aux USA c'est 100 000 $ l'année, et nous ça doit être que 58 000 €. Oh, faut arrêter quoi. Et des drogues qui sont très très mal tolérées, qui ne sont pas expérimentées, donc il y en a parmi elles qui sont quand même extrêmement dangereuses, et dont on démontre 5 ans après que finalement elles ne servent à rien. Ça ne servent à rien. Alors elles servent un maximum d'allonger. Alors là, dans les études pivots pour obtenir l'AMM, ils montrent qu'on allonge de 2 mois la survie en moyenne, c'est ça. Je pense que c'est 2 mois parce qu'en fait ils font le bilan au bout de 2 mois, donc c'est pour ça que c'est tout le temps 2 mois.
Donc, quand tu regardes bien, bilan prévu dans l'essai, c'est une forme d'essai thérapeutique, mais je dis c'est plus de notre combat sur les gros essais, tu sais, qui duraient des années, etc. Là, c'est carrément un mode encore différent, quoi, parce que c'est encore beaucoup plus astucieux pour Big Pharma. Hein. Mais encore une fois, il paraît que maintenant Big Pharma ne décide plus de rien, ce sont les fonds de pension auxquels ils appartiennent qui décident. C'est intéressant ça aussi. Voilà, donc cette loi de santé, c'est nous imposer de dépister, par exemple, votre assurance, à vous imposer de faire les PSA, par exemple, même si la HAS dit non, mais votre assurance, elle peut. Après, on va vous imposer un traitement parce qu'on va dire comme ça, vous serez moins malade longtemps. Bon, vous risquez d'en claquer entre-temps, mais c'est pas grave, ça ne sera pas de chance. Et ah non, mais c'est effectivement ça. Et puis alors, après, il y a des tas de détails épouvantables d'autres. Ça touche tous les domaines, hein, parce qu'en gros, par exemple, on dit qu'il n'y a plus assez de médecins. Ben, ceci, c'était quand même vachement bien organisé, parce que le numerus clausus, c'est pas d'aujourd'hui qu'on dit en 2015 il n'y aura plus de médecins. Mais non, mais c'est vachement bien qu'il n'y ait plus de médecins. On va vous mettre des robots à la place, ou des gens qui seront éventuellement des gens intelligents et bien formés, mais qui seront obligés de se taire, hein, parce que le médecin roumain qui arrive, je pense pas qu'il va déjà, nous, le médecin formé ici, etc., il se tait de fait, hein, parce que dans les hôpitaux publics, ça fait quand même 15 ans qu'on n'a plus de liberté de soigner. Hein. Faut arrêter de dire que c'est... voilà, l'hôpital public, il est mort, hein, depuis déjà longtemps. Alors, effectivement, on avait encore la ville, ça nous aidait, mais il fallait tuer la ville, puisqu'il n'y avait plus de liberté à l'hôpital. Mais bon, alors on va avoir effectivement des gens qui vont arriver et qui seront... des super prescripteurs. Ou qui seront des obéissants, des robots obéissants, parce que sinon, on leur enlèvera rapidement, puis d'abord ils seront moins bien payés, mais on leur enlèvera leur autorisation de séjour, etc. Bon, c'est facile, hein, ou l'autorisation, même s'ils sont nationalisés entre-temps, mais ouais, mais vous n'aurez pas le visa pour votre famille. Enfin, moi j'ai vu la pression chez mes médecins, hein, quand même, déjà, chez des médecins que je connaissais en tout cas, qui avaient peur de réagir parce qu'ils avaient peur de retomber sur les visas de la famille. Ce qui était vrai, faut dire. Et alors, quelle merveille ils ont trouvé. Alors, il y a tous des paragraphes qui décrivent bien ça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir transférer les tâches. Mais ça va loin. Parce que l'infirmière fasse quelques tâches de médecin, pourquoi pas encore, enfin, il y a un certain nombre, mais l'aide-soignante va pouvoir faire les tâches des infirmières. Et puis, par exemple, dans les maisons convalescence, ou enfin voilà, maisons de repos, retraite, etc., il y a des moments où il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de soignant d'aucune sorte. Ah ben c'est pas grave, le plombier, il pourra faire un geste en urgence. Ah mais non, mais c'est écrit, mes enfants, c'est écrit. Non, je veux dire, ils sont fous, là, ils se rendent pas compte. Et les gens à qui on va confier ces tâches-là, ils ne se rendent pas compte non plus, parce que la famille, elle va venir, le mec, il va avoir été aspiré, parce que ça va jusqu'à l'aspiration bronchique, hein, quand même, d'une canule. Le mec, je sais pas, le malade, il va être mort, on va dire, mais vous êtes permis de faire ça. Ben oui, c'est dans les têtes. Oui, c'est dans les têtes. C'est pas la ministre qui ira en prison, ça sera lui. Si on fait, c'est la même chose qui se passe à tous les niveaux, parce que là, toutes les tâches vont être mélangées, etc. Mais c'est pareil pour les populations, c'est le remplacement des populations. Ils veulent des populations nomades qui n'aient aucun droit, qui n'aient pas le mauvais esprit des voilà, résistants. et aucun critère non plus, ni aucun repère, etc. C'est pareil dans la médecine, ils veulent pas de gens qui leur tiennent tête, c'est clair. C'est clair. Donc on supprime les médecins, on dit oh il n'y a plus de médecins, c'est embêtant, mais bon on est bien content. Et puis on délègue les tâches, mais jusqu'à des niveaux, moi j'ai rien contre le plombier qui est dans une maison de retraite, mais enfin c'est quand même pas lui même s'il n'est pas polonais d'ailleurs, mais c'est quand même pas à lui d'aspirer la petite dame qui est en train d'étouffer quand même. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Hein. La loi de santé s'applique aux morts. Hein. Vous savez ça. Non. Puisque au passage, ils ont voulu évidemment élargir les dons d'organes. Alors ça aussi, ça fait bien à la télé, ça fait vachement bien. Il y a des tas de gens qui meurent, c'est pas de dons d'organes et ça. Oui. Ben, quand vous regardez, il y a aussi des prix de revient. Enfin, si on étudiait ça de plus près, je pense que les gens qui font une pub pas possible pour les dons d'organes ne sont pas tous désintéressés, on va dire. Hein, vous êtes gentils parce que ça mérite une étude à la claire, là, c'est vrai, bien détaillée. Greffe d'organes et argent, c'est quand même un sujet à approfondir. Mais en tout cas, si on ne va pas jusque-là, en fait, l'État,
qui décide de votre santé, n'est-ce pas, de tout, et de votre mort, a décrété que si vous n'aviez pas de votre vivant inscrit sur un registre informatisé, bien lequel, hein, pas une lettre qu'on va trouver dans votre portefeuille, non, ça c'est pas une preuve. Hein. Donc, comme quoi vous refusiez qu'on prélève vos organes, votre famille n'aura rien à dire. Je veux dire, ça veut dire que on vous enlève la propriété du mort. Enfin, le mort n'est plus du moment où la personne expire, il devient propriété de l'État et pièce détachée. Mais oui. C'est comme une voiture qu'on met à la casse. Donc là, on va le mettre à la morgue à la place de la casse et il va devenir pièce détachée. Mais là encore, c'est la même chose. C'est une perte totale de liberté quand même. Oui, mais là, c'est encore la même chose qu'ils voulaient faire avec la théorie du genre et tout ça. Ah, il fallait absolument que... D'ailleurs, dans le bouquin de l'OMS, un manifeste là qu'il y avait sur la théorie du genre et sur les... Comment ça s'appelait? Standards pour... standards pour les critères d'éducation sexuelle en Europe. Il y avait aussi marqué que les parents, les informations formelles n'étaient données que par l'État. Les parents ne donnant que des informations informelles. C'est bien une façon déjà de retirer l'enfant. Et d'ailleurs, il y a plusieurs ministres, etc., qui se sont illustrés en disant que c'était pas les parents, enfin que les parents ne décidaient pas pour les enfants. Alors, de quoi je me mêle? Donc on peut plus décider pour ses enfants, on peut plus décider pour les morts, et on peut plus décider pour nous quand on est vivant. Absolument. Donc, oui, non, mais il y a plein de trucs comme ça qui sont tout à fait hallucinants dans cette loi. Et qui sont passés dans le silence absolu. Ah si, tout c'est dans la loi. Oui, non, il y a et en particulier le rôle des associations aussi, mais dans les décisions, dans les hôpitaux, etc. Mais c'est invraisemblable parce que les associations, on voit bien, les associations qui ont le droit de décider, c'est celles qui sont subventionnées par l'État. Je veux dire, le 6, là, ceux qui soutiennent toujours le ministre, ils touchent 999 900 €. Enfin, je ne sais pas pourquoi, c'est pour que ça fasse 1 million, je pense. Ça doit être moins Est-ce qu'il va falloir déclarer à partir d'1 million? Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez l'indépendance? Non, ils ne sont pas indépendants. Je veux dire, ils ne sont pas indépendants. Ils racontent n'importe quoi. Moi, sur Facebook, vous n'avez pas publié. Bah, s'ils ne va pas aller sur PubMed, donnez-moi la liste. J'ai allé sur PubMed tout seul. Enfin, ça va aussi. Mais bon, manifestement, c'est des gens qui sont montés quoi, pour dire, moi, écoutez, moi, j'ai ouvert un service pendant 30 ans, les gens étaient contents. Ça compte peut-être autant de toute façon que les 3 publications qui seraient publiées là récemment dans les revues qui sont subventionnées par les labos. Effectivement, tout ce qui n'est pas essai thérapeutique, ça ne se publie pas. Donc ils peuvent dire que je n'ai pas publié depuis 10 ans, puisqu'effectivement, ils ne veulent publier que l'essai thérapeutique tiré au sort. Donc c'est le grand argument. Enfin, quand un patient, enfin un représentant d'une association de patients vous sort ça comme argument, je trouve qu'on sent que sa liberté est relative. Émoussée. Oui, émoussée. Émoussée. Donc non, mais on est dans une tragédie. Hein. Si vous voulez, on efface la médecine d'Hippocrate depuis 2500 ans. C'est pas le TPG le problème. On s'en fiche, le TPG, de toute façon ça marchera pas. Ils sont incapables de le mettre en place. C'est ça le comble de l'histoire. Mais c'est un rideau de fumée pour faire ce qu'ils ont passer la perte totale de notre... Oui, mais c'est la médecine d'Hippocrate. C'est 2500 ans de civilisation qu'on est en train d'effacer là. C'est pas, c'est pas une petite chose, quoi. C'est pas un détail, c'est pas... Non, c'est gravissime. Gravissime.